On savait, vous l'aviez compris, on savait tous que la semaine serait quand même un peu compliquée, mais là on est clairement en train de rentrer dans une espèce de moment charnière. Enfin, c'est pas un moment spectaculaire en tant que tel, enfin pas encore, mais c'est un de ces moments où tout se met en place, où les pièces du puzzle commencent à bouger sans qu'on sache vraiment dans quel sens ça va finir par basculer. Depuis 48 heures, le marché est donc suspendu, il monte pas vraiment, il baisse pas franchement non plus, il attend. Et ce qu'il attend, c'est pas une stat, hein, c'est pas une décision d'une banque centrale, c'est une espèce de validation. Une validation que toute l'histoire qu'il raconte depuis des mois autour de l'IA fonctionne vraiment. Oui, parce que ce soir, vous le savez aussi, eh bien, il y a les mastodontes de l'IA et des Max 7 qui vont publier, et ces publications vont nous donner des réponses sur la rentabilité de l'intelligence artificielle. Enfin, on espère. Et puis, on attend aussi la Fed, hein, la dernière de Powell, parce que même si on sait qu'il ne va rien faire, c'est aussi une bonne raison pour veiller tard et se poser quelques questions. Bref, hier, on n'a pas fait grand-chose, mais rien n'est simple et tout se complique, et ce soir, ça sera pire. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 29 avril 2026, et ce soir, c'est marche ou crève. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier, la séance a donc été à l'image de cette attente longue, lente, presque pénible, le genre de journée où tout le monde regarde tout et n'importe quoi très attentivement, mais où personne n'ose vraiment agir, bouger. Sauf sur un point, les semi-conducteurs. Oui, du côté des semi-conducteurs, ça faisait des semaines que ça montait sans vraiment reprendre sa respiration. Tout ce qui touchait à l'IA et aux semi-conducteurs était automatiquement valorisé comme si on avait déjà trouvé le remède à tous les problèmes de santé de l'humanité. Et puis, hier, il y a eu une espèce de fissure, un petit craquellement, pas vraiment un effondrement, mais un mouvement suffisamment marqué pour rappeler une chose qui est essentielle. Même les meilleures histoires doivent à un moment donné passer par la case réalité. Et le déclencheur d'hier, c'était OpenAI, ou plutôt le doute autour d'OpenAI. Oui, parce qu'à force d'investir des milliards, de brûler du cash à un rythme délirant et de promettre une révolution, une question commence à émerger, pas très sexy, mais quand même fondamentale. Est-ce que ça gagne vraiment de l'argent? On en a parlé hier, et c'est un peu la contagion de tout ça. Et dès que cette question existe, même brièvement, toute la mécanique devient un peu plus fragile. Parce que si OpenAI ralentit, comme le dit le Wall Street Journal, si les investissements se calment, si la croissance devient moins spectaculaire, alors c'est toute la chaîne derrière OpenAI qui peut commencer à trembler. Et là, le marché a réagi comme il le fait toujours dans ces moments-là, vite, fort et sans trop réfléchir. On vend d'abord et on posera les questions ensuite. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'en même temps, tout le secteur n'a pas réagi de la même manière. Les semi-conducteurs liés à l'IA se sont fait démonter. Le SOX s'est pris 3,6% dans les dents, mais les semi-conducteurs liés à la mémoire, eux, ils sont montés. Un peu comme si le marché faisait la distinction entre rêve et infrastructure. Et aussi parce que c'est Morgan Stanley qui a dit qu'il fallait absolument acheter Micron et SanDisk. En conclusion, les semi-conducteurs ont mis un coup de frein à leur hausse de 18 ou 19 jours pour des raisons qui sont encore peu claires et pas forcément prouvées. Mais dans le doute, abstiens-toi. Et à 24 heures de ce qui va se passer ce soir, autant réduire les voiles et donc le risque. Surtout qu'au milieu de tout ça, il y a une question lancinante qui persiste quand même dans l'esprit de tout le monde. Si OpenAI n'a plus de fric pour acheter des montagnes de semi-conducteurs, qui est-ce qui va en acheter vraiment? Pendant ce temps-là, le reste du monde continue de bouger. Heureusement, le pétrole monte encore et encore. Le WTI est à 100 $ ce matin. Le détroit d'Ormuz reste sous tension, bien sûr. Et au milieu de ce chaos déjà bien chargé, les Émirats arabes unis ont décidé de quitter l'OPEP. Ouais, c'est un événement assez énorme, traité presque comme un détail, mais c'est pourtant quand même un signal très fort. Un signal qui montre que même au cœur du système, les intérêts divergent. La version officielle parle de stratégie, la version réelle parle surtout de pognon. Produire plus, gagner plus et décider tout seul. Sauf que pour le moment, dans le contexte actuel, cette liberté est presque théorique parce que tant que le détroit d'Ormuz est bloqué, produire plus ne sert à rien si on ne peut pas livrer le pétrole. Pour ce qui est des chiffres de l'UAE, retenons quand même que c'est 4% de la production mondiale, c'est 4,8 millions de barils par jour en capacité, alors que pour le moment, il en pompe que 3,2 à cause des quotas de l'OPEP. Et puis, c'est la deuxième mamelle financière du cartel avec 77 milliards de revenus pétroliers en 2025, sur un total de 455.
Et le prochain à quitter le navire de l'OPEP, selon les rumeurs, ça pourrait bien être le Kazakhstan. Et ça résume parfaitement la situation actuelle des marchés, beaucoup de potentiel, mais énormément de contraintes. Et au milieu de tout ça, bien sûr, les entreprises continuent de publier parce que c'est la saison et ils ont des messages assez différents. On peut commencer par Visa, par exemple. Eux, ils ont envoyé un signal extrêmement clair. Les revenus explosent en forte croissance, le bénéfice dépasse largement les attentes et surtout, ils annoncent un rachat, un share buyback de 20 milliards d'actions. Traduction assez simple, le consommateur américain continue de dépenser comme un malade encore et toujours. Et là, par contre, on a deux lectures possibles. Soit celle-ci d'une économie hyper solide, soit celle-ci d'un consommateur qui vit à crédit, qui n'a plus le choix de vivre à crédit et qui commence à tirer un peu trop sur la corde. Et donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Dans un autre secteur, Robinhood nous rappelle que tout le monde ne joue pas dans la même catégorie. Ils annoncent des revenus décevants, un bénéfice en dessous des attentes et un marché qui sanctionne immédiatement. Pas de zone grise, c'est soit t'es parfait, soit t'es un tocard et tu te fais démonter. Dans un autre registre, on a eu NXP Semiconductor qui faisait exactement l'inverse aussi. Un trimestre solide, des attentes battues, une guidance qui impressionne et un titre qui prenait 16% after close. Comme pour rappeler que dans ce marché, la moindre bonne surprise est amplifiée. Et puis, il y a eu aussi Novartis hier matin, alors vous l'avez tous vu certainement, beaucoup plus discret, beaucoup moins spectaculaire. Des revenus en léger recul, un bénéfice un peu en dessous des attentes, mais une guidance qui est confirmée. C'est pas le trimestre le plus sexy de Novartis, il faut bien le dire, mais c'est pas catastrophique non plus. Et pourtant, le titre a relativement bien tenu, même terminé en hausse, parce qu'aujourd'hui, ne pas décevoir, c'est déjà une forme de victoire, surtout en Suisse. Du côté de l'or, c'était une sale journée. Les taux sont trop hauts, pas plus que la veille, mais il fallait bien une excuse. Alors, on a vendu. Il y avait aussi le fait que c'est beaucoup monté et qu'on prenait les profits. Autre excuse, vous ajoutez à ça que la Fed ne va pas baisser les taux ce soir et donc on vendait l'or. Rien de neuf sous le soleil. Mais hier, clairement, il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs sur le métal jaune qui, à l'heure actuelle, est à 4615 $. Et puis hier, depuis la Norvège, depuis la conférence du fonds souverain local, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, a parlé. Et on le sait, quand il parle, il ne mâche pas ses mots. À Oslo, il a dit quelque chose d'assez simple et de très inquiétant en même temps. Il a dit « il y aura une crise obligataire ». Il n'a pas dit peut-être, il a dit il y aura une crise obligataire. C'est une affirmation. Il y en aura une. Il explique que les déficits sont en train d'exploser, que la dette américaine approche des niveaux historiques, ou plutôt qu'elle est à des niveaux historiques et que chaque matin elle est un petit peu plus haut, que les émissions d'obligations deviennent massives et que le marché, à un moment donné, il pourrait finir par perdre confiance. Et au milieu de tout ça, il ajoute un petit détail qui fait encore un petit peu mal, un peu comme du sel sur une petite blessure, ça pourrait être pire que ce que les gens imaginent. Ce genre de phrase, normalement, ça devrait faire trembler les marchés, mais pas aujourd'hui. Sûrement parce que Jamie Dimon n'a pas donné de date, et puis aussi parce qu'aujourd'hui, le marché est complètement ailleurs, de toute façon. Ou alors parce qu'aujourd'hui, on sait que tout se jouera ce soir. Oui, on sait que la Fed ne fera rien, on sait que Powell parlera, mais sans surprise, on le sait aussi, on sait qu'il ne va rien dire de spécial, et le vrai moment de vérité arrivera juste après, quand les chiffres de Microsoft, Amazon, Meta et Google vont tomber. Et là, il ne s'agira pas de savoir s'ils ont battu les attentes de 2% ou de 3%. La seule question, franchement, ça risque bien d'être, est-ce que l'IA rapporte de l'argent? Est-ce que les milliards investis commencent à produire du concret? Est-ce que le cloud tient le choc? Ou alors, est-ce qu'on est encore dans une phase où on dépense énormément en espérant hypothétiquement, éventuellement peut-être, que ça fonctionne un jour? Si les réponses sont claires, solides, convaincantes, le marché repartira bien évidemment encore plus fort, encore plus confiant. Si c'est flou, par contre, le doute va clairement s'installer. Et si c'est décevant, alors là, il faudra s'accrocher au bastingage parce que le marché peut accepter beaucoup de choses en ce moment, mais il déteste une chose plus que tout, c'est se rendre compte qu'il s'est peut-être raconté une histoire un tout petit peu trop jolie. Pour faire simple, c'est pas tant les chiffres des 4 stars de ce soir qu'on va regarder, mais plutôt le bilan de santé de l'intelligence artificielle. Et ça, potentiellement, c'est pas top. La contagion peut être beaucoup plus violente qu'avec un potage à la chauve-souris. On savait que la semaine serait compliquée. Aujourd'hui, elle devient clairement décisive. On rentre dans la partie la plus importante de la semaine. Et dans quelques heures, on ne parlera plus d'attente, on parlera de verdict. Et le marché, il n'a jamais été très indulgent quand il s'agit de se mettre à juger.
Côté chiffre macro, c'est pas aujourd'hui qu'on va se rouler par terre d'excitation. Pour ça, il faudra attendre demain avec le PCE, la fameuse inflation de la Fed. Côté trimestriel, mis à part les 4 de ce soir, il y aura aussi ABBV, AstraZeneca, Total, Glaxo et Deutsche Bank. Il y aura aussi Ford et Qualcomm. Et comme c'est après les Mag 7, tout le monde s'en foutra comme jamais. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, d'activer la cloche. Et puis ensuite, bien sûr, on like, on commente et on partage. Et nous, on se revoit demain pour débriefer tout ça. Je sens quand même qu'il y aura pas mal de choses à dire et que ça risque bien d'être passionnant. On se réjouit déjà. Passez une très belle journée. À demain et bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.